Bien, bonjour, merci à toutes et merci à tous. Et merci à toi, Marie-Hélène, pour cette magnifique invitation que je pense qu'il ne pourrait pas être plus approprié à la fois pour regarder le projet que vous menez à la Galerie de Luco et aussi au moment où on passe actuellement. Et j'espère que avec le mot au moment où on passe, c'est littéral dans le sens où on va aller autre part. Pas tant pour un revenir en arrière, au contraire, mais pour voir comment on peut réécrire ou du moins écrire une nouvelle étape autant des expositions que de l'institution. Donc, j'ai pas grand espoir que tout se réimprovise, tout se réinvente, mais on pourrait voir tout de même comment penser le moment que l'on vit comme un moment, peut-être qu'on peut, tu disais Véronique, d'ouverture tout à l'heure, ben voyons si c'est un moment d'ouverture ou du moins d'une fermeture certaine pour passer à une autre chose. C'est intéressant pour moi de revenir dessus, puisqu'effectivement, pendant la pandémie, enfin vraiment au moment où les choses étaient encore plus imprécises qu'elles ne sont maintenant, quand il y avait un moment de tâtonnement énorme, extrême, beaucoup sont revenus vers moi vis-à-vis de, non pas tant de l'exposition, mais vis-à-vis du livre qui l'accompagnait, l'Antimusée. Donc je vais tout remettre en parallèle ensuite, mais juste pour contextualiser l'intérêt qu'un moment peut donner, peut refaire jaillir sur quelque chose. Et ça m'a intéressé effectivement de voir dans quelle mesure on peut revenir sur un projet, revenir sur une chose écrite et établie pour voir qu'en fait, elle ne l'était pas du tout. Elle ne l'était pas pour moi, puisqu'elle s'est ancrée dans un moment qui était passé, et elle ne l'était pas non plus pour ceux vers qui y allaient, puisque les moments de fermeture dont je vais parler maintenant, en fait, n'étaient pas du tout les moments de fermeture dont on a fait l'expérience, ni le moment de fermeture dans lequel vous faites l'expérience actuellement. Et c'est dans ça que je crois que ce projet s'est ouvert de nouveau, avec beaucoup de ramifications qui finalement deviennent absolument fascinantes pour moi. Donc voilà. Donc en fait, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de donner cette espèce de contextualisation du moment, puisque le moment de fermeture du musée, donc de fermeture de l'exposition dans sa compréhension la plus classique et appréciée, nous permet de revoir aussi ce qu'est le musée et ce qu'est l'exposition, et de voir comment on peut les dépasser justement. Et si l'exposition sur laquelle je vais longuement m'attarder aujourd'hui est une exposition que j'avais faite en 2016 à la Kunsthalle de Fribourg, en Suisse, qui s'appelait une rétrospective d'exposition fermée, de voir comment les artistes se sont saisis du mode de la fermeture, non pas tous bien sûr, mais en prenant un exemple d'une petite dizaine, de voir comment un nombre d'artistes sur plus de 40 ans avaient pu regarder cette fermeture pour voir comment maintenant cette exposition ne serait plus possible. Puisqu'en effet, à partir du mois de février, fin février, début mars, tous les musées, toutes les institutions, toutes les expositions ont été fermées. Donc, ce ne serait plus un livre que je ferais, mais plus une encyclopédie à 10 tomes. Et ce qui, moi, me fascine vraiment maintenant, c'est de voir comment on a pu considérer le geste de la fermeture comme œuvre et de voir comment ce geste a dépassé l'œuvre pour finalement venir oui, une anti, euh, une anti-incarnation de l'institution de l'exposition. En cela, je ne veux pas non plus dénigrer ce que j'ai fait, ce que les artistes ont fait, bien sûr. Cette provocation première est toujours la plus fascinante, la plus importante. Peut-être la seule chose que je vais revoir sur le projet que j'avais établi à l'époque, c'est plutôt sa lecture, une lecture au présent, plutôt qu'une lecture comme elle s'écrite en 2016 au moment de la pensée de cette exposition. Alors, deux choses peut-être. La genèse d'une exposition est toujours un moment absolument fascinant pour un curateur, c'est-à-dire de ne pas savoir où on va, mais savoir avec justesse et précision de là où on vient. Et très clairement, une rétrospective d'exposition fermée avait un prédécédent dont j'avais pu parler à l'époque, qui était quand j'étais venu justement pour cette magnifique conférence et cette magnifique découverte des têtes de violon qui ne me quitteront jamais maintenant et dont il me tarde grandement de revenir pour goûter. On a beaucoup parlé à ce moment-là d'une rétrospective haute que nous avions fait ensemble avec John Armleder, Gustav Metzger, Clive Philpott et Maïtou Perret et moi-même, d'abord au Centre Pompidou et puis à la Kunsthalle de Berne en Suisse, qui était vide, une rétrospective. Et si j'en parle un peu brièvement, si j'y reviens dessus, c'est qu'effectivement, une rétrospective d'exposition fermée, en somme, en découle plus que littéralement. Puisque pendant tout ce temps de recherche, nous avions eu la grande joie ensemble, tous les 5 curateurs, puisqu'il faut être 5 pour ne rien faire, pour faire du vide. On, était, on a eu le plaisir de, pendant 2 ou 3 ans, travailler ensemble et vraiment faire cette étape de recherche, retrouver où nous étions, retrouver où était cette histoire des expositions vides, où était cette histoire du passé,
et de voir comment on pouvait le prendre et écrire une histoire qui était connue pour certaines évidences. Je veux mentionner bien sûr le Klein historique, le ville historique de Klein de 1958, mais d'autres beaucoup plus obscurs, par exemple celui de Stanley Brown de 1970. Donc ce qui était intéressant dans cette recherche d'une exposition rétrospective était double. C'était écrire une histoire non écrite et aussi de considérer l'exposition dans sa rétrospective et de comment penser une rétrospective d'exposition au pluriel. Et donc de voir comment l'un fait un ensemble fait un. Et pendant l'ensemble de ces recherches, justement, ce qui est, alors peut-être je vais d'abord aussi toucher un point que tu mentionnais, Jessica, dans la liste des demandes que tu faisais, c'était de savoir quelle était la nécessité de faire un ouvrage autour de Vide, une rétrospective. Il me semble que autant y aller maintenant dessus, puisque ça va me permettre d'enchaîner sur la raison pour laquelle on y est arrivé. C'était effectivement, dès le début, ce qui nous a intéressé quand on envisageait Vide, une rétrospective, c'était de considérer l'ensemble de ces expositions pour ce qu'elles étaient. Et comme John Armleder l'avait dit justement, c'était de les prendre comme des partitions à rejouer. En somme, si les artistes avaient créé un vide à l'époque, il suffisait de refaire ce vide ainsi qu'il avait été fait. Et dans cette définition stricto sensu que nous avions recherchée, c'était de littéralement prendre ces vides qui étaient des vides où l'artiste n'avait amené aucun objet, n'avait ôté aucun objet, n'avait fait aucune modification architecturale ou lumineuse, donc aucun geste si ce n'est un geste d'annonce. Et l'annonce étant l'œuvre, ici l'annonce était de faire œuvre. Et donc ce qui était fascinant, c'était de si on se concentre sur l'œuvre en elle-même, sur ce geste radical, sur cette provocation première, il y avait tout de même toute cette réalité, tous ces paratextes, ces prothèses d'exposition, comme dirait Joseph Grichli, qui existent, qui sont là, qui sont fascinants, qui sont d'une beauté rare, qui sont aussi quelque chose que tous ensemble, nous cinq, nous partagions d'une manière très forte, c'est cet amour pour l'éphéméra, devait avoir une place quelque part. Et donc la place naturelle a été ainsi le catalogue, puisque l'exposition allait, elle, rejouer ses partitions premières et donc laisser l'entièreté des musées, autant la Kunsthalle que le Centre Pompidou, vide pour les espaces qui nous concernaient. Et donc vraiment de donner et de trouver une réalité, un endroit où était le catalogue. Et à partir donc de ce catalogue, qui devient finalement plus un manifeste, une anthologie, puisque manifeste dans le sens de valider ce geste manifeste qui était l'exposition et qui était l'ensemble de ces expositions que nous reprenions, mais aussi une anthologie dans le sens où cela nous permettait non seulement de revoir cette histoire de l'art, ce pan de l'histoire de l'art qui n'avait finalement pas été étudié jusqu'alors d'une manière telle que nous allions la proposer, mais aussi de l'ouvrir et de voir dans quelle mesure l'ensemble de ces questions qui finalement dépassaient grandement le champ strict de l'art allaient pouvoir toucher à les arts au pluriel, avec par exemple quel serait l'équivalent du vide en musique, quel serait l'équivalent du vide en architecture, quel serait l'équivalent du vide en physique, et donc de voir l'ensemble de ces équivalences qui proposaient, qui ouvraient des champs d'investigation qui nous semblaient absolument fascinantes et donc qui pouvaient se retrouver, s'incarner au sein d'une publication d'un ouvrage. Et donc, par exemple, d'où la double présence de Claude Parent. Claude Parent, qui était cet architecte formidable français, qui avait collaboré avec Yves Klein, qui était l'architecte de référence pour les avant-gardes de ce moment-là, qui avait aussi collaboré avec Lingli, qui essayait vraiment de mettre en image ces propositions architecturales qui découlaient de ces propositions radicales que les artistes pouvaient émettre, mais qui aussi a développé un travail de destruction dans sa philosophie architecturale, et donc qui nous permettait vraiment d'offrir un regard pluriel sur une œuvre grâce à cette réalité qu'était la publication au sein de l'exposition, mais aussi de la dépasser. Un autre point qui était fascinant pour nous dans le moment de réalisation de cette publication, ça a été de voir à quel point, quand nous avons cherché les réalités historiques de tous ces vides qui avaient eu lieu, ça a été de demander aux artistes d'aller à la source en somme et de voir quel était pour eux, pour l'un et l'autre, l'ensemble des réflexions. Par exemple, je me souviens de discuter avec Michael Asher, qui était pour lui l'incarnation du vide, espérant bien sûr que Michael Asher contribuerait à l'exposition, ce qu'il décida de ne pas faire au final,
Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il me renvoie immédiatement vers Robert Barry, avec qui nous étions en train de discuter. Tout ça pour dire que c'était fascinant de voir oui, ce cheminement de discussion. La validité de Michael Asher, bien sûr, pour décider de ne pas participer à l'exposition était totalement valable et belle pour nous, il validait dans ce sens que chacun des vides que lui avait pu faire était une œuvre in situ et de la refaire ailleurs dévaliderait, en somme, invaliderait la proposition première. Mais ça, c'était un exemple. On a discuté vraiment avec une soixantaine d'artistes. Et donc, au moment de la réalisation de la publication, ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'inviter chacun de ces artistes à répondre avec un protocole très simple, en fait, qui était juste d'offrir une page dans le catalogue pour faire ce cahier d'artistes avec des gens qui nous sont très proches, à chacun, à tous, mais aussi de voir comment, d'ailleurs, ça peut faire une cosmologie absolument fascinante, puisque Gustav Metzger ramenait alors Hermann Nietzsche, Clive Philpott ramenait Joseph Priestley, John invitait Olivier Mosset. Donc de voir vraiment tout cet ensemble qui se dessinait autour de nous, autour de cette question du vide, mais aussi de voir comment justement ça permettait d'ouvrir tout le propos qui était à la fois le propos de l'exposition, le propos de l'anthologie, et aussi le propos de chacune de ces individualités, de chacun de ces artistes et leur réponse directement au fait de ce vide, de ces vides. Donc c'était absolument fascinant pour nous de voir comment on peut utiliser la publication comme outil de dépassement de l'exposition qui lui donne naissance et qu'elle reflète, mais dont elle ne s'arrête pas à, et qu'elle permette de dépasser, d'aller ailleurs, d'aller autre part. Donc c'était vraiment une nécessité, pour ainsi dire. Peut-être pour conclure sur la publication, c'était fascinant. Donc nous avions comme désir et dit par l'artiste, par l'institution, pardon, le Centre Pompidou, bien sûr, que la publication soit prête dès le début, dès le premier jour de l'exposition. Et donc, quand on reçoit la publication, c'est fascinant. Nous sommes allés déjeuner ensemble, Clive, Gustave, Maïtou, John et moi. Et il y a Gustave qui s'est écrié, il y aura un avant et un après la publication, en faisant un rapport entre la publication et l'exposition et de voir comment finalement la publication l'a littéralement dépassé dans son scope, dans tout ce qu'elle pouvait proposer, ce qu'était l'exposition, et de voir comment justement ça permettait de revenir à un jeu de mots ADBC avec mais ante catalogue et après le catalogue. Donc voilà. Mais pour revenir à l'histoire qui nous intéresse, qui vous intéresse, que vous vivez actuellement, ce qui a été fascinant pendant toute cette période intense de recherche a été de voir la proximité que je retrouvais avec nombre d'artistes qui avaient saisi un autre geste, qui était celui de la fermeture pour faire œuvre. Et j'arrêtais pas de trouver justement tous ces exemples qui finalement donneront naissance à la rétrospective d'exposition fermée. Donc dès 2009, de commencer à faire cette écriture, cette recherche parallèle qui ne s'inscrivait pas directement dans le vide d'une rétrospective, mais qui en découlait d'une manière très proche, très forte. Et d'ailleurs, il est fascinant de voir que certains des artistes qui étaient présents dans la rétrospective vide seront présents aussi dans la rétrospective d'exposition fermée. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment, si j'ai toujours cherché en tant que curateur à ne pas m'articuler autour de faire des expositions thématiques, de voir comment justement ni l'une ni l'autre ne sont des expositions thématiques, mais les dépassent, dans le sens où ce sont des expositions qui considèrent la matérialité comme source de cette rétrospective et non pas de se dire je fais une rétrospective sur le thème de la fermeture ou sur le thème du vide. Nous faisons une exposition sur le thème du vide et donc c'est ça aussi qui moi me fascine, c'est-à-dire que dès le moment où nous commençons à travailler sur les vides, là, se présente en fait un nouveau genre pour moi qui est vraiment la rétrospective d'exposition. Et de voir comment, plutôt que de faire rétrospective d'une œuvre ou rétrospective d'un thème, d'une recherche du moins thématique, là, on est vraiment sur des expositions que l'on ramène ensemble en tant qu'exposition individuelle avec leur réalité propre et qui finalement s'imbriquent toutes ensemble pour donner la réalité, cette possibilité qu'est l'exposition rétrospective et la rétrospective d'exposition au pluriel. Donc voilà, donc ce qui est intéressant avec la genèse de cette exposition-là, c'est que c'est finalement une recherche qui s'écrit dans le temps qui est finalement très
indexé à une première exposition, mais en marche tout de même. Et fast forward, donc je pense environ 2014, où là, Balthazar Lové, qui était alors le directeur de la Kunsthalle de Fribourg, reçoit une commande pour faire une pensée pour célébrer c'est les 50 ans, non, pas tant que ça. L'anniversaire, je crois que c'est l'anniversaire de la mort de Tinguely. Tinguely était né à Fribourg, et donc Fribourg décide de faire une grande célébration. Balthazar pense à moi pour faire une exposition, et donc là, on cherche vraiment tout de suite travailler dans l'anti, travailler un autre champ, dans le champ de la radicalité, parce que justement, une des dernières œuvres qu'avait proposé Jean Tinguely avait été de faire un anti-musée, une anti-institution, où quand à la fin de sa vie, il décide de faire un institut dédié à son œuvre, dédié à son art, mais aussi dédié à l'œuvre de ceux qui lui sont proches, qu'il appellera le Torpedo Institute, et dont il voulait vraiment que cela dépasse une idée de fondation, une idée d'institution, mais fasse vraiment une proposition muséale qui était idéale pour lui, mais à l'anti, finalement, quand on considère ce qu'est une institution, puisqu'on rentrait, si je me souviens bien, la première salle était inondée, donc il fallait retirer ses chaussures, et puis il fallait pointer en tant que visiteur. Il avait fait tout un système de jouer avec les codes de l'institution qui les mettait en porte-à-faux de ce qu'était une institution. Et donc, à ce moment-là, dès le début de la discussion avec Balthazar, ça revient finalement sur cette recherche que j'avais commencée il y a 5 ans auparavant, et qu'on retrouve dans le sens où là, il y a quelqu'un qui était prêt à jouer le jeu d'une rétrospective d'exposition fermée, où le désir serait de fermer l'institution pour réaliser cette rétrospective d'exposition. Et il va sans dire qu'il faut un partenaire de jeu qui soit d'accord de se dire très bien, je serai fermé pendant 3 mois et demi. Et de voir comment, à partir de là, se pose la question de la réalisation d'une exposition telle que celle-ci, comment on donne la réalité à une œuvre passée, une œuvre qui pour chacun des cas, était vraiment singulière, un moment très précis dans leur trajectoire, comme on va voir pour l'ensemble, mais aussi de voir comment on peut transposer cette œuvre, ce moment, non pas tant pour peut-être pour la rejouer, pour lui donner une nouvelle incarnation. Chacune de ces fermetures, au final, sont faites avec des tools, des outils qui sont propres à l'expression précise de chacun de ces artistes, de chacune de ces réalisations. Et c'est en ça on va voir aussi dans quelle mesure il y a une grande distance, un grand écart entre la situation que vous vivez et la situation qui a pu être développée par chacune de ces propositions artistiques ailleurs. Donc voilà. Alors, peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est de voir de continuer en fait dans cette réflexion qui nous a amené à l'incarnation physique de la rétrospective, et de voir comment il a fallu dès le début trouver des standards qui permettent la réalisation de cette rétrospective. Puisque ce qui était intéressant aussi, c'est de se dire finalement, le point de vue est simplement d'identifier cette carte, cette cosmologie d'artistes qui se sont saisis de la fermeture pour faire œuvre, et de voir comment on peut prendre ces ensembles et simplement leur donner une réalité égale à chacune. S'assurer que, dans le sens où on essaie d'être au plus équitable possible, et de se dire chacune aura le même temps, mais tout en gardant cette volonté de fermeture globale de l'institution, de voir comment on pouvait envisager, en divisant le temps donné par l'institution par le nombre de diviser le temps offert par le nombre d'artistes en prenant en considération le temps d'installation et de désinstallation de chacune de ces pièces. Donc en fait, comment, même cette rétrospective d'exposition fermée n'était pas un désir d'aller à l'encontre du format nécessaire au montage et démontage de l'exposition, au contraire, d'en faire partie, de prendre cette partie et d'en faire une partie inclusive de la proposition de rétrospective en elle-même. Donc, ce qui devient absolument fascinant, c'est de se dire, est-ce que si j'affirme que l'institution sera fermée pendant, mettons, 3 mois et demi, ces temps de montage et démontage font-ils des réouvertures, ou alors au contraire, ce qui est fermé, c'est la façade, et le back-office est finalement toujours en activité en lui-même. Donc après, ce sont
des questions qui deviennent à la fois primordiales et secondaires, primordiales et dans les deux sens, puisque primordial pour l'institution, mais secondaire pour la réalisation, et primaire pour la réalisation d'exposition, mais secondaire pour cette pensée qui est finalement de faire œuvre, et non pas de faire œuvre de la rétrospective, mais de faire expérience de ces œuvres plurielles telles qu'elles avaient pu être proposées dans le temps par l'ensemble des artistes qui l'avaient ainsi pensé. L'autre chose qui était finalement fascinant de voir, c'était de cette recherche, en fait. C'est OK, quels artistes ont fait ces œuvres? Pourquoi? Mais aussi de se dire comment est-ce que finalement, la première d'ailleurs qui était intéressante, c'était celle de Lefebvre Jean-Claude. Alors la première, dans le sens la première de l'exposition, parce que Lefebvre Jean-Claude, cet artiste français basé à Paris, qui va proposer en 80-81 d'aller voir Yvon Lambert et de lui dire est-ce que je peux faire une exposition chez toi, mais pendant que ta galerie est fermée, pendant la fermeture de l'été. Donc pour nous, dans l'écriture de l'exposition, on en vient directement à se dire ok, comment est-ce qu'on organise la rétrospective? Est-ce qu'on va l'organiser de la première qui était celle de 1964 du Red Center jusqu'à la plus récente, qui à l'époque était de 2016 avec Maria Recorn, ou alors au contraire, on va essayer de travailler une dramaturgie, pour ainsi dire, de l'exposition par une incarnation de chacune de ces fermetures en fonction de la possibilité du temps offert par l'exposition, par la réalité. Et ce qui fait qu'en fait, on va commencer la rétrospective physiquement avec la fermeture d'été de Free Art, qui allait être fermée tout le mois d'août, comme à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'était, du moins à ce moment-là. Et on va se dire, ben voilà, ben l'exposition naturellement va non pas commencer chronologiquement, comme nombre de rétrospectives pourraient être agencées, mais commencer par cette pièce de Lefebvre Jean-Claude qui avait besoin de la fermeture d'été, de ce moment de vacances sur lequel on reviendra plus tard, de ce geste artistique que j'ai trouvé merveilleux et à la fois dont je me souviens, puisque c'était Lefebvre Jean-Claude lui-même qui était venu me raconter cette histoire, mais il y a des années, alors que j'en étais loin de ce moment de recherche pour l'exposition, et donc sur lequel je reviens, et qui va débuter l'exposition, et vous verrez après, qui va la conclure. Et j'étais fasciné quand il m'a raconté cette histoire, puisque je vois un artiste qui souhaite montrer, pardonnez-moi, avec une galerie importante, qui est vraiment qui va incarner l'ensemble de ses pairs, c'est-à-dire des pairs conceptuels dans lesquels l'œuvre de Lefebvre Jean-Claude s'incarne, mais aussi va jouer de cette galerie en se disant bah oui, je monte chez toi, mais pas je monte sur toi en somme, puisque la volonté de Lefebvre Jean-Claude sera de faire un stas de cartes qu'il mettra à l'intérieur derrière la fenêtre, que l'on pourra voir, qui annonce l'artiste, qui annonce les dates, mais dont l'exposition est juste l'inscription sur la façade de son nom et de ses dates. Donc, c'est à la fois de revenir à ce qui définit une exposition, mais la dépasser dans le sens, puisqu'elle se joue de l'exposition, elle se joue du moment, elle se joue de la galerie, tout en jouant le jeu de la galerie, puisque le jeu de l'artiste est de celle d'être au moment de celle d'être là à ce moment-là, tout simplement. Je cherche si je... Donc voilà, c'était 81, du 11 juillet au 31 août 1981, qui était donc ainsi que Lefebvre Jean-Claude en parlera plus tard, c'était juste un travail, c'était de faire une exposition, juste une exposition. Et on pourrait jouer à la Godard et se dire, ou alors plutôt une exposition juste, mais à voir. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est vraiment de revenir à comment cela permet la mise en scène de l'exposition, tout en permettant ce dépassement, cette réalisation, cette incarnation possible. Attendez, je prends une note et je reviens. Et donc justement, alors ce qui était intéressant, c'est je vous dis, on allait revenir sur Lefebvre Jean-Claude et la fermeture et donc le début, puisque l'autre chose qui était fascinante, c'était de se demander est-ce qu'on va jouer le jeu du vernissage, est-ce qu'on va jouer le jeu du finissage, quel jeu va-t-on faire? Et là, souvent, il suffit simplement de regarder les œuvres. Et la première pièce historique qui
qui, qui débutait l'exposition en somme, qui débutait cette histoire de la fermeture comme œuvre était celle du iRed Center. Donc ce collectif d'artistes japonais, euh, actif au tout début des années 60, et qui vont proposer dès 1964 The Great Panorama Exhibition, l'exposition du Grand Panorama. Et, et voilà, et la réponse était là, en fait, pour comment on allait structurer l'ensemble de cette rétrospective, puisque de faire un vernissage n'a aucun sens, on ne va pas ouvrir une fermeture. Et c'est exactement là où ils en étaient arrivés eux-mêmes au moment de l'écriture de leur propre exposition. Une exposition qui s'incarne logiquement dans l'œuvre qu'ils vont développer à ce moment-là, et qui sera cette question de se dire comment faire œuvre radicale, comment faire œuvre d'avant-garde à ce moment-là, et surtout qui vont dire, qui vont annoncer comme statement d'exposition, qui était l'exposition à la Naïka Gallery. Right now, the gallery is being closed by the hand of the iRed Center. When you have free time, please make sure not to visit it. Magnifique, tout est dit. Donc c'est vraiment, la galerie est fermée à ce moment-là par le iRed Center. Si vous avez du temps libre, surtout faites en sorte de ne pas y aller, de ne pas aller la visiter. Alors là, c'est double, puisque ce qui est fascinant, c'est comme on va pouvoir, elle a un précédent historique dans leur œuvre, qui était une pièce de Akasegawa, qui avait pris ce désir avant de se dire comment montrer le monde, comment rendre compte du monde. Il avait pris une boîte de conserve de crabe, qu'il avait un peu dans très Tintin, qu'il avait ouvert, retiré l'ensemble du crabe de dedans, retiré l'étiquette qui était à l'extérieur, mettre l'étiquette à l'intérieur de cette boîte de crabe, et la refermer, la recéler. Et ce qu'il a dit en faisant cette œuvre, c'est en faisant cela, ce que je faisais, c'était d'enfermer le monde, pardon, et de se dire que le moment de liberté, le moment d'ouverture, le moment où les choses existaient encore, c'était ce qui était dans cette boîte de crabe, et tout le reste était enfermé, était scellé. Donc cette logique de l'inversion est finalement ce qui est à la base de cette réflexion de l'exposition, mais avec ce geste magnifique, qui d'ailleurs, là, on retrouve la rétrospective des vides, puisque c'est un geste que l'on va voir le premier chez Yves Klein, qui, en faisant le vide, va finalement se saisir de la galerie commerciale comme outil de travail, comme matériel pour faire œuvre. Et donc, qui après devient vraiment, se fragmente, et on va retrouver cette pensée à nombre fois. Mais là, avec le iRed Center, on retrouve cette volonté, cette velléité de se saisir de la galerie comme matériel et de se dire, en fermant la galerie, j'enferme le monde, et le seul moment de liberté est celle de ce qui se trouve à l'intérieur de la galerie. Et donc, pour trouver la réalité un petit peu comme ce qui se passe d'ailleurs dans ce que je vois, Marie-Hélène, en te regardant avec Bucco derrière, il fallait qu'il y ait un témoin dans cette galerie fermée, il fallait signifier cette fermeture. Et signifier cette fermeture il y avait un cafard qu'ils ont vu dans l'exposition. Alors, je ne te compare pas à un cafard, surtout pas. Mais il y avait un cafard qui était dans la galerie, qui se baladait. Ils l'ont mis sous un bol, n'est-ce pas, sous un bol, et ils l'ont laissé là. Et ce cafard allait être celui qui allait faire l'expérience de cet ensemble de fermetures. Il allait être celui il ne va pas mourir pendant la durée de l'exposition, il va survivre. Et donc, ce sera lui qui va être l'incarnation de cette réalité de l'exposition, qui ne s'affiche autrement, uniquement par des marques, par des gestes, par des signes. Donc, c'est intéressant, puisque pour nous aussi, il a fallu trouver un cafard dans l'exposition et s'assurer qu'en faisant venir un cafard, nous n'allions pas créer une infestation. Et donc, ce que nous avons fait, et Balthazar étant méticuleux et précis, il mettra le cafard dans un aquarium pour qu'il ait tout ce qu'il ait besoin d'être dans les meilleures conditions qui soient. Et qui est libéré, pas dans le centre d'art, à la fin de l'exposition. Donc, il aura été le vecteur le vecteur de l'acceptation de la réalisation d'une exposition. Donc, ce qui est intéressant aussi, je parlais tout à l'heure de parathèse, je parlais comme
pour reprendre pour plutôt usurper l'exposition de Gérard Serret. Je parlais de prothèses d'exposition pour reprendre l'exposition de Joseph Benchley. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le High Center va se saisir de cette question que j'imagine d'ailleurs vous vous êtes aussi posé à l'UCO, c'est doit-on faire une célébration de cette fermeture que vous alliez vivre pendant un an? Ce qui est intéressant, ils se posent la même question et puis ils se disent, ben non, ce qu'on va faire, c'est on va faire une célébration, on va faire un vernissage pour l'ouverture de l'exposition qui sera donc de facto à la fin de l'exposition, quand il s'agira de retirer les outils dont il s'était servi pour fermer et sceller l'exposition et pour réouvrir l'espace, mais qui n'est plus l'exposition, qui est ce moment suivant. Et donc de voir comment les choses passent ensuite. Donc là, absolument fascinant, puisqu'on se dit, ben voilà, en fait, la première devient la dernière, puisque dans la rétrospective, puisque le temps donné par la première donne cette nécessité d'une célébration pour la fin ou le début, c'est selon. Et alors, à ce moment historique, en 1964, il se trouve que Jasper Jones était en ville et il l'invite ainsi à venir retirer les planches qui bloquaient l'accès à la galerie. Yoko Ono était là aussi. Donc nous, il nous fallait une star. Et qui cherchait? Et alors on a pensé à un nombre de nos amis, mais finalement, ce qui était aussi intéressant, c'était de voir comment faire un petit moment de cette anti-exposition. Et donc de revenir aussi au début. Et donc ce que j'ai voulu faire là, ça a été d'inviter justement celui qui avait été le premier de la série de la rétrospective, Lefebvre Jean-Claude, pour venir être celui qui allait retirer ces scellés. En fait, donc celui qui avait permis la première réalisation de la rétrospective serait celui qui allait là redonner ce moment d'impulsion de la première. Donc c'était un geste qui pour moi était assez intéressant, assez touchant, et de permettre justement de rejouer ces propositions, donc vraiment de prendre, comme je disais tout à l'heure, comme cette phrase qu'avait dit John Armleder à l'époque des Vides, donc de rejouer, comme on joue une partition de musique, de rejouer la partition de cette exposition. L'autre chose qu'avait dit John, avec raison, au moment des Vides, c'était en faisant une exposition telle que les Vides, on a tout faux. On avait le temps faux, bien sûr, c'était plus 1958 ou d'autres. On avait le lieu faux, puisque c'était plus Iris Clair, mais le centre Pompidou. Mais là, on en revient exactement à la même chose. Avec une rétrospective d'exposition fermée, on a tout faux. Mais en même temps, on suit quand même à la lettre cette possibilité de refaire œuvre, ou plutôt de faire œuvre. Et donc, cette nécessité aussi de se confronter à l'histoire. Et là, cette confrontation à l'histoire, elle m'a été permise par Reiko Tomi, docteur Reiko Tomi, basé à New York, qui est la grande spécialiste des avant-gardes japonaises, avec qui j'avais eu le plaisir de beaucoup travailler à l'époque du catalogue des Vides. Et donc là, de revenir vers elle pour cette discussion sur les avant-gardes historiques japonaises, qui finalement, et ce sont ces mots à ce moment-là, au moment de notre travail, qui va nous dire, mais on retrouve deux fois de suite, en 1964, bien sûr, je n'ai même pas les dates, bon, c'est pas grave, on en reviendra après, sur les deux premières fermetures qu'on retrouve justement à Tokyo, au même endroit, la Naika Gallery. Pourquoi? C'est intéressant, c'est de se dire en plus de voir comment ce moment en 1964, pourquoi 64, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'on en arrive à ce moment-là à la pensée de la fermeture comme geste artistique, comme on en arrive en 1958 à la pensée du vide comme geste artistique, qui finalement est un geste qui est absolument naturel pour Yves Klein, qui est absolument naturel, comme je montrais, pour le High Red Center et qui sera absolument naturel pour l'ensemble des artistes que l'on va voir, mais de voir comment on en arrive. Et donc, ça a été une joie immense de pouvoir travailler avec Reiko Tomi, qui va justement discuter avec l'ensemble des estates, qui va vraiment chercher, puisque c'est aussi ça qui est fascinant, c'est l'exposition montre à quel point la fétichisation des restes artistiques devient primordiale pour l'ensemble de ces modes passés. Alors, je suis hélas pas super high-tech, donc je vais vous montrer des images dans la main, hein, mais ce n'est pas le désir qui est loin. 30 secondes. On aurait dû prévoir, Marie-Hélène, des interludes. Donc, là, ce qui est beau, c'est une photo qui montre simplement les petits papiers peints
qui avait été faite par le RL Center à l'époque et qui avait été préservée tout de long. Donc effectivement, on est bien loin de cette philosophie de Gustav Metzger qui, en proposant en 1959 le manifeste pour un art autodestructif, que les restes doivent être jetés pour justement la lecture à faire de ce partie du manifeste qu'avait écrit Gustave était justement pour éviter cette absence de fétichisation liée à toute œuvre et pour insister que l'expérience de l'œuvre est l'œuvre. Donc, mais ce qui nous arrange, nous, par contre, bien entendu, pour la pensée de l'œuvre, de l'exposition telle que l'on en fait l'expérience, dans le cadre de la réalisation d'une exposition qui nous permet de nous y confronter. Là, ça va prendre des plombs si je fais chacun des expos, c'est pas grave. Ou alors quoi, je fais des fast-forward un petit peu plus tard. On verra. Donc, peut-être la seconde, ce qui est intéressant, c'est si la première exposition du Everett Center aura lieu à la Naika Gallery, la seconde y a lieu aussi. Et ce sera Matsuzawa Yutaka qui fera en octobre de la même année une exposition où il voudra, en fait, qui va être vraiment, pour lui, ce sera, si l'exposition du Everett Center est une poursuite logique de leur œuvre, au contraire, l'exposition de Matsuzawa Yutaka sera vraiment le moment d'épiphanie qui va lui permettre de commencer son œuvre. Son œuvre existe avant, mais elle va vraiment prendre une incarnation, un tournant à ce moment-là, puisqu'il va avoir une révélation de la possibilité d'absence de matérialisation de l'œuvre. Et il va dire, ben voilà, mon exposition à la Naika Gallery, elle se passe dans deux endroits, chez moi, chez lui, et à la galerie. La galerie est vide et bien sûr, il n'y a rien à voir chez lui. Donc, cette double négation qui permet, comme deux négatifs font un positif, de faire moment de la position de l'exposition avec de nouveau cette réalisation de l'exposition au sein d'une galerie. Maintenant, je voudrais m'attarder encore un peu plus, si vous me le permettez, pour la suivante, dans le sens de la suivante historique, puisque celle-ci a été vraiment une exposition absolument, enfin, pour moi du moins, très forte et qui m'a vraiment grandement marqué. Dès que j'ai eu connaissance de cette œuvre et que j'ai eu le plaisir justement de développer de manière maximale au moment de de ces recherches, de cette écriture de la rétrospective d'exposition fermée, qui a été l'œuvre de Graziella Carnevale, qui vraiment pour moi était, quand j'avais entendu dire qu'une artiste avait enfermé le public dans la galerie comme œuvre, c'est un petit peu d'ailleurs ce que, enfin, pour faire un parallèle, mais on faisait un entretien l'an passé avec Iggy Pop et je lui disais, mais alors vous étiez extrêmement influencé par Charlotte Moorman. Elle me dit, mais j'ai jamais vu son œuvre. Il me dit, mais de penser qu'une celliste joue nue, c'est une image qui s'inscrit automatiquement. Et je trouvais ça fascinant puisque juste de dire un artiste enferme les gens dans la galerie, c'est une image que je pense qui marque, une image, une force, une puissance et en même temps un geste, une simplicité dans sa pensée extrême, mais dans sa réalisation complexe et avec des ramifications extrêmes, d'ailleurs, pour toucher une extrémité, pour toucher ce qu'on reviendra peut-être plus tard dans cette pensée qui nous anime actuellement, qui est celle des limites de l'art, de celle vraiment d'une confrontation à ce qui est, oui, ce qui est l'art a des limites, quelles sont ses limites, comment les dépasser, mais aussi de voir à quel moment on passe de l'art à l'anti-art, si telle chose est ou est pas. En tout cas, là, dans cette œuvre de Graziella Carnevale, et je ne vais pas dire plus qu'aucune, mais on trouve en tout cas là les marques, l'incarnation vraiment d'une limite. J'ai eu le plaisir quand j'étais invité à Buenos Aires par le Malba. Le Malba a eu la gentillesse de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un que vous rêvez de rencontrer en Argentine, et donc tout de suite je leur dis Graziella. Donc j'ai eu le plaisir en fait de pouvoir faire l'entretien à Graziella comme ça, sans la rétrospective à l'esprit, mais vraiment de se dire comment est-ce d'aller en fait à la source de cette histoire et de découvrir en fait une œuvre fascinante, une œuvre avec une densité extrême, mais avec une œuvre qui va prendre un point-virgule dans le sens où vraiment ou même à la ligne, puisque après avoir fait cette œuvre, elle va s'arrêter de faire de l'art pendant plus de 20 ans. Donc vraiment de voir comment on en arrive en tant qu'artiste, un artiste en arrive à se confronter à une limite et de voir à quel point des fois on ne peut pas la dépasser ou alors ça va prendre un temps certain à pouvoir dépasser cette œuvre. Donc là,
peut-être la genèse qui est fascinante de cette exposition-là aussi, c'est cette volonté. Euh, il considère, donc, alors, on est à Rosario, 1968, en Argentine, pas à Buenos Aires et encore moins à New York. Ça, ce sont vraiment les mots de Graciela. Et donc, en étant à la périphérie, comment penser l'avant-garde? Comment s'offrir une avant-garde? Comment faire œuvre d'avant-garde plutôt même. Donc, c'est fascinant. Ils vont mettre en œuvre un groupe d'artistes. Ils vont mettre le cycle d'art expérimental par le groupe d'avant-garde de Rosario. Ce sont des artistes tous d'une jeunesse extrême qui viennent de finir à quelques années avant leurs études, qui commencent, bon, là, surtout pour Graciela, dont la première œuvre est une œuvre qui est absolument fascinante, puisque, enfin, la première exposition, je voudrais dire, une exposition de groupe qui aura lieu à Buenos Aires. Ils sont 4 artistes invités et chacun va faire un simili-vide, j'oserais dire. Et l'œuvre de Graciela est d'une beauté sans nom, puisqu'elle va juste peindre les murs en blanc, peindre le sol en blanc, tirer une toile blanche au-dessus de la tête et juste avoir dedans un enregistrement d'un cœur humain qui bat. Et c'est l'œuvre. Donc, ce qui est beau, puisque c'est aussi une œuvre qu'on va retrouver plus tard chez Jean Dupuy, plus tard chez Bruce Nauman, mais plus tard, je dis, quelques semaines après, puisque Bruce Nauman va écrire son œuvre dont la partition est très similaire, 69, il me semble, Jean Dupuy, pareil. Donc, c'est fascinant de voir comment elle arrive à cette proposition d'exposition. Et donc, vraiment, c'est aussi pour vous montrer la trajectoire dans laquelle elle se met elle-même, Graciela, de vraiment d'avoir une économie des formes, une économie du moyen artistique, et pour en arriver justement à ce cycle où ce cycle d'art expérimental, comme je vous disais, 1968, où chaque mois, un des membres de l'exposition aura un mois pour faire son œuvre dans le lieu de la galerie qu'ils ont créé pour ce cycle d'exposition. Alors après, on ne va pas y aller, mais je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble de toutes les propositions qu'ils font. Un des artistes, dont hélas le nom m'échappe tout de suite, mais on complétera tout à l'heure, va fermer la galerie pour inviter l'ensemble du public à aller dans la librairie gauchiste, enfin d'extrême gauche, qui fréquentait à ce moment-là, et donc d'ouvrir la recherche, la pensée politique qui les anime, mais non pas par moyen détourné ou par moyen pseudo-engagé, mais littéralement par aller là où l'animation politique se fait. Donc ça, pour moi, c'est aussi... Enfin, l'ensemble des œuvres sont vraiment chacun des statements, d'aller au maximum. Et Graciela va avoir une longue germination de cette pensée de l'exposition pour arriver au mois d'octobre, au moment de son exposition. 2 personnes seront au courant du geste qu'elle allait faire, un photographe qu'elle veut sur place, avec cette volonté de documentation du moment, puisqu'elle n'y sera pas, et celui qui va l'aider à écrire son texte manifeste, qui sera le carton d'invitation, et qui d'ailleurs, si on le lit en filigrane, dit ce qui va se passer, mais en filigrane. Donc effectivement, le public arrive ce soir-là, pour paraphraser un événement. Elle avait couvert les murs, les fenêtres de la galerie du poster de l'exposition. Donc on ne voit pas l'intérieur. La porte est ouverte, le public y rentre. Et au bout d'un certain moment, elle va fermer la porte et la cadenasser littéralement avec une grosse chaîne en métal et un énorme cadenas. Et c'est absolument magnifique de la voir, elle, qu'elle me dit, elle avait mis justement son plus beau tailleur pour aller faire cette action. Et aussi, mais avec ce désir de l'action faite, de partir. Vraiment de ne pas rester. Ce n'est pas un spectacle, c'est l'œuvre. Et elle va partir, donc elle ne fera pas ce qui se passe. Et alors, à partir du moment, justement, là, c'est la nécessité du photographe, pour nous, du moins, en tant qu'historien de l'art, historien de cette histoire radicale de l'œuvre, et donc de voir comment, petit à petit, le public va se saisir de la galerie, va arracher les posters, être là, vivre dans cette galerie, essayer d'ouvrir, les gens à l'extérieur ont essayé d'ouvrir, vraiment faire un rapport où, en faisant une proposition telle que celle-là, il n'y a plus d'intérieur-d'extérieur, il y a vraiment juste une œuvre qui a lieu, et de voir comment, justement, finalement, même ceux qui sont exclus de ne pas être enfermés sont exclus, un petit peu comme le Red Center le proposait à l'époque, sont exclus, mais font partie de l'œuvre, sont vraiment partie prenante. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, donc commence ensuite une tension extrême,
voilà, attention, c'est là qui m'en fait part après, et qui va vraiment arriver à une conclusion, pardonnez-moi, dramatique, et qui est fascinante aussi, puisque la conclusion dramatique ne va pas venir par le public enfermé, mais par le public exclu, puisque c'est un des membres à l'extérieur qui va prendre son parapluie pour détruire, pour briser la vitrine de la galerie et ainsi libérer l'ensemble du public pris au piège, mais aussi, alors là, mais aussi, est-ce que c'est donner une fin à l'œuvre, donner une fin au moment, donner une fin, une conclusion, enfin proposer du moins cette réalisation de l'œuvre. Et ce qui est fascinant, c'est que tout de long, Graciela n'est pas au courant d'aucune des dénouements, et elle ne le connaîtra à la fin que le lendemain. Et elle aura perdu beaucoup d'amis entre-temps. Et littéralement, elle me dit, même des membres de sa famille vont être vraiment très frustrés de ne pas avoir été au courant, en fait, de s'être fait enfermer ainsi. Pour elle, c'était vraiment une, c'est là où justement l'œuvre dépasse même les inventions de l'artiste, puisque certes, elle a une conscience, d'ailleurs une conscience extrême politique, comme j'en parlais tout à l'heure, mais elle a donc une conscience extrême politique, elle cherche à faire une œuvre qui va pouvoir dire, et comme elle le dira plus tard, comment peut-on penser que les galeries et les musées continuent alors qu'ils vivent à l'époque sous un régime dictatorial? Comment penser que l'art puisse avoir lieu? Comment faire œuvre pendant ce moment-là? Mais aussi, qu'est-ce qu'une œuvre? Comment est-ce que je peux comment dépasser une œuvre? Là, il s'agit, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on dépasse. On est très proche d'un théâtre de la cruauté, comme aurait pu le vouloir Antonin Artaud. On est très ou d'une esthétique du revulsion, une esthétique du dégoût, pour paraphraser Gustave Metzger. Mais en même temps, on est aussi on dépasse dans ce théâtre de la cruauté. On dépasse dans ce geste théâtral. On est vraiment dans un moment dans un moment extrême, dans un moment de vie extrême plutôt. Et ce qui est ça qui est absolument fascinant avec cette œuvre, c'est absolument fascinant de voir comment une œuvre d'une simplicité formelle extrême va pouvoir avoir tant de ramifications possibles dans son analyse, dans sa pensée et dans dans cet écho qu'elle va permettre, vraiment dans cette vibration que ça va offrir. Donc ça a vraiment été une œuvre qui pour moi a été fascinante. Maintenant, fast forward 2016, on commence à parler avec Graziella et il est évident qu'on ne va pas refaire ça. Ouais, évident qu'on ne va pas renfermer un public, un public averti, un public qui connaît cette histoire. Il est évident qu'on ne va pas la refaire. Il est évident que la seule chose qu'on peut faire, c'est donner à voir ce qui a eu lieu, mais pas refaire ce qui a eu lieu comme œuvre. Là, on était dans une situation qui dépassait la possibilité de refaire. Et ça, c'était magnifique, puisque plutôt que de se dire on ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est possible? Alors, Graziella, au bout de non-discussion, on se dit, mais finalement, on ne peut que rendre compte de ce qui a eu lieu. Donc, de fermer la galerie. Et il se trouve que tout comme la pièce historique avait une vitrine, la salle de Fribourg est une vitrine, une grande porte en verre. Et bien donc, on a simplement pris cette porte en verre et remis sur un film transparent le moment de release, le moment où la photo avait été prise de la première femme qui sort de la vitre de la galerie enfermée, et donc juste de voir ça en transparence, l'une sur l'autre. Donc, c'est-à-dire de rappeler un événement mais d'une manière très sensible, d'une manière, oui, peut-être anecdotique d'ailleurs, et de couvrir l'ensemble des autres fenêtres de la salle avec le poster de l'exposition. Donc de dire, voici les deux événements faits c'est-à-dire celui de l'artiste, de couvrir les fenêtres, de couvrir l'ensemble des vides par le poster, et de ce qui se passa alors, c'est cette brisure, tout simplement. Donc c'était intéressant de voir en même temps à la fois quelque chose de très déceptif, mais aussi qui nous permet de nous rendre compte, d'étudier, de nous confronter à une réalité historique d'une puissance rare. L'autre chose qui était intéressant, et ça par contre là j'ai absolument honte de l'être réalisé, pardonnez-moi, qu'il y a cet été, alors que je continuais les discussions avec Graziella, parce que depuis je suis absolument fasciné par son œuvre, et je trouve que dans l'échange qu'elle me permet d'avoir avec elle, de continuer à grandir et de réfléchir aux limites de l'art, de réaliser qu'en fait, ce qu'elle fait avec cette exposition-là, c'est sa première exposition solo aussi. Et ça, je trouve ça merveilleux, de penser
que la première fois, on se donne une œuvre, on se donne la possibilité de faire œuvre, de se dire, c'est pas de rendre compte de ce qui a été fait jusqu'alors, mais vraiment d'écrire une page de l'histoire de l'art. Alors. Et comme je vous disais, ensuite, aura lieu une autre exposition, Tucumanarde, qui avait été prévue avant, dès le mois d'août. On est en mois d'octobre 1968. Donc, quelque chose de déjà prévu qui a lieu, mais ensuite de réaliser qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle ne peut plus faire d'art, et pendant 20 ans, elle ne va pas faire d'art. Et je trouve ça merveilleux de se confronter à une artiste qui dit ben non, il était impossible de travailler à ce moment-là. Et qui est d'ailleurs une expérience dont on avait eu le plaisir de déjà faire, puisque c'était quand on avait travaillé la rétrospective des vides, Bethan Hughes, qui va faire son exposition à la House Esters de Krefeld, va elle aussi s'arrêter de travailler pendant un nombre d'années, ne pouvant plus dépasser ce vide d'avoir montré cette institution. Donc voilà, donc c'est fascinant. Maintenant, pour revenir en octobre 68, ce qui est intéressant, c'est à la fin du mois, une autre exposition fermée va prendre corps, qui est celle de Daniel Buren. Et ce qui est merveilleux, c'est de nouveau, il s'agit de sa première exposition solo. Donc il a bien évidemment fait cette grande histoire que l'on connaît avec BMPT, cette grande incarnation de l'œuvre qui dépasse, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, nous ne sommes pas peintres qui cherchent à réécrire la possibilité d'être artiste, et de voir qu'au moment où il va avoir sa première exposition solo, la Galerie Apollinaire à Milan, il va choisir justement de prendre la surface, littéralement la surface de la galerie, son extérieur, comme Yves Klein l'avait fait 10 ans plus tôt, se saisir de la possibilité physique et structurelle de la galerie comme matériel pour faire œuvre, et va recouvrir ce qui maintenant est sa marque de fabrique, pour ainsi dire, mais qui n'était certainement pas à l'époque, de ces bandes vertes et blanches à l'époque pour les deux couleurs prises, de 8 cm, comme on le connaît, et de sceller, littéralement, ce sont ces mots, la galerie, en disant, ben voilà l'œuvre, et si vous voulez rentrer dans la galerie, ben vous détruisez l'œuvre. Et je trouve ça merveilleux, puisqu'il y a aussi se dire, mais en tant que jeune artiste, on a peut-être besoin de, je sais pas, vendre, et c'est dire, ben non, justement, je vais à l'encontre de cette réalisation physique, de la possibilité de la galerie, qu'on retrouve d'ailleurs un an plus tard avec Robert Barry, ou qui lui va encore pousser plus loin cette volonté, cette pensée de la possibilité d'un geste anti-commercial, vraiment avec cette volonté de se dire je fais œuvre contre la galerie, non plus avec et non plus sur, en demandant aux galeries avec lesquelles il travaille de faire un mailer, de faire un mailing, annonçant que durant l'exposition, la galerie sera fermée. Alors après, on va pas y aller là-dedans, mais il y a aussi tout un jeu sémantique à étudier, c'est-à-dire que chacune des 3 propositions que Barry va faire à Amsterdam, à Turin et à Los Angeles sera toute d'une manière différente d'écrire, telle qu'il pourra le faire plus tard avec les Redux et telle qu'il pourra le faire plus tard avec la rétrospective de nouveau, qui sera juste cet désir d'annonce, désir d'utiliser de nouveau ce paratexte, ces prothèses d'exposition, ce que je vais appeler moi ces boutures, ces autres, et de dire ben voilà, tout ce qui accompagne l'exposition et finalement ce qui lui donne cette réalité, cette incarnation première, cette réalité, cette confrontation à l'œuvre, à l'exposition. Donc, et comme Barry le dira lui-même, là c'est aussi avec cette velléité d'aller contre le système commercial de la galerie, d'aller contre le système établi des galeries, ainsi qu'il se fait en somme. Et bon, après, on pourrait étudier d'autant plus l'œuvre possible. Une autre, encore, c'est celle de Maurizio Cattelan, qui en 1989 va fermer la Neon Gallery de Bologne. Et pourquoi je l'enchaîne tout de suite? Parce que c'est fascinant, c'est la 3e de suite, ou c'est la première exposition solo de l'artiste. C'est sa première exposition solo, et ce qu'il décide de faire, c'est de fermer la galerie. Et de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, si on retrouve une marque de fabrique, pour ainsi dire, on retrouve ce qui caractérise l'œuvre de chacun de ces artistes par l'ensemble de ces fermetures, puisque la seule chose que mettra Maurizio sera ce petit insigne avec marqué Torno subito, je reviens de suite. On retrouve dans toutes ces boutiques à travers le monde pour signifier les fermetures temporaires de nouveau, mais fermetures certaines en tout cas.
Alors, peut-être l'amusement, c'était qu'effectivement, c'est de refaire cette exposition qui ne demandait rien que d'avoir ce petit bout de plastique qui disait je reviens tout de suite, a été la plus chère de la rétrospective, puisqu'il a fallu assurer au prix de Maurizio Cattelan ce petit bout de plastique qui disait juste je reviens tout de suite, et de le faire venir depuis le collectionneur pour l'avoir, cette réalité. Alors, est-ce que c'est quoi? Il s'agit du reste, du reste d'un geste ou de l'œuvre en elle-même. C'est à débattre. Mais en tout cas, c'était amusant de voir que finalement, fermer coûte cher. Peut-être, j'aurais dû aussi revenir, pardonnez-moi, sur un point que j'ai oublié, sur celle de Daniel Buren. C'était de discuter avec Buren, dont je suis absolument fan, et on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et c'était merveilleux de voir comment, justement, il, cette exposition-là était un des gestes qu'il n'avait jamais revisité. Il a eu le plaisir de revisiter nombre de ses gestes, des pièces qu'il a pu faire, notamment avec sa grande rétrospective au Centre Pompidou il y a quelques années. Mais là, c'était un geste qu'il n'avait jamais retouché, auquel il n'était jamais revenu. Et c'était intéressant de voir comment il disait, mais ce qui, moi, va m'intéresser dans ces cas-là, c'est oui, on refait cette exposition, mais on l'a fait pas de nouveau, mais à nouveau. Ou alors, tout simplement, on l'a fait d'une nouvelle manière, plutôt. Où il va reprendre l'ensemble des caractéristiques de l'exposition première, mais de la surface de la de toutes les fenêtres de la Kunsthalle. Sachant que la Kunsthalle est dans un building assez grand qui retrouve d'autres associations, ça faisait un sacré nombre de fenêtres à oblitérer. Donc voilà. Donc c'était juste pour revenir aussi sur cette désir d'expérience de l'œuvre, désir d'expérience de ces fermetures. Bon, fast forward back to la chronologie que je suis maintenant, non plus tant la chronologie de l'exposition, mais la chronologie de ces gestes, avec Svetlana Egger et Plamen Dejanov, qui vont, en 1999, fermer la galerie Medi-Chouakri à Berlin. De nouveau, alors là, on n'est pas dans leur premier état de fait, au contraire, ils sont, à partir de ce moment-là, c'est une œuvre magnifique, d'une densité rare, vraiment d'une profondeur extrême, mais qui va s'écrire sur un nombre d'années très court. Je crois qu'ils vont être actifs en gros, quoi, mettons de 95, je crois 95-96 jusqu'à 2002-2003. Puisque c'est un couple d'artistes à ce moment-là, c'est un couple aussi, et au moment où le couple se dissout, le couple d'artistes se dissout aussi. Mais ce qui est fascinant de voir, c'est que dès le début, il va y avoir une réflexion sur la possibilité, sur la réalité plutôt, d'être artiste et de se dire, bah ouais, mais être artiste, c'est aussi prendre des vacances. Et donc, ils vont faire toute cette série de On Holiday, où invités à faire partie d'une exposition de groupe au pluriel, ils vont décider d'utiliser le budget qui leur est alloué pour partir en vacances maintenant. Ils vont faire d'autres gestes que je vous invite vraiment à découvrir, qui sont merveilleux. Par exemple, inviter à exposer dans une exposition de groupe, ils vont prendre la surface qui leur est appartie et le sous-louer à BMW, où BMW va présenter son nouveau Roadster. Donc, et eux, bien entendu, de garder cet argent. Et donc, de jouer vraiment avec ce jeu de qu'est-ce que le travail, où se situe le travail, où se situe une limite aussi de la possibilité de travail. Donc, en février 1999, Dejanov et Egger vont faire leur première exposition avec Medi Chouakri à Berlin. Donc, vraiment, et là, ils vont se mettre à travailler ce qui va être ils vont se mettre à travailler le travail, tout simplement. Puisque leur exposition sera de demander à l'ensemble des personnes qui travaillent dans la galerie de partir en vacances. Donc c'est absolument merveilleux, puisque de facto, la galerie doit fermer, puisqu'il n'y a plus personne, tout le monde est en vacances. Et après, donc, de voir aussi les limites, puisque chacun, d'autant plus, ne pourra s'empêcher de générer de l'art et de faire des choses. Ils vont faire des photos. Mehdi Chouakri va partir aux Canaries, je crois, où il prendra des photos qui ensuite seront montrées comme albums. Mais en tout cas, ce qui est magnifique avec ce geste, c'est juste de se dire, on va travailler la possibilité des vacances, tout simplement. Et en plus, on en sort des vacances, donc c'est très frais pour nous tous. Et donc, de voir comment c'est... oui, comment ça l'est, comment ça va donner la possibilité de l'exposition à ce moment-là. Euh,
Oui, et aussi et de nouveau pour insister, comme ce qu'on retrouve chez Buren, comme ce qu'on retrouve chez Paris, là c'est aussi cette volonté de travailler, de faire un art de la galerie commerciale en fait. Et ça, je trouve ça vraiment une proposition fascinante qui permet d'avoir une position critique vis-à-vis du système établi nécessaire. Donc voilà. Fast forward justement toujours cette velléité du travail de la galerie commerciale avec 2002 à Londres, à la Lisson Gallery. La Lisson va faire une expansion, va ouvrir un second lieu à son espace historique que Nicolas Loxdale avait ouvert dès 1968. Et là, en 2002, ils ouvrent leur second espace dans la même rue et ils invitent Santiago Sierra à faire l'exposition inaugurale de cette ouverture. Et qu'est-ce que va faire Santiago? Il va faire une proposition qui, je dois avouer, est fascinante et merveilleuse, qui sera de fermer la galerie. Donc, que l'ouverture ne soit pas une célébration d'un espace, mais bien de faire œuvre de ce moment-là. Et, et ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment il va réagir avec un contexte immédiat. On est à la rentrée, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, septembre 2002, n'est-ce pas? Où il va faire écho à la situation politique et économique de ce qui se passe en Argentine, où les banques se barricadaient pour empêcher à leurs clients, à leur clientèle, oui, de venir rechercher ce qui était le leur finance. Donc c'est absolument magnifique de voir ça. Et là, il joue un jeu, et qu'il me dira d'ailleurs dans l'entretien qu'il n'a pas voulu enregistrer pour ne pas être dans le livre, ou qu'on a fait à Madrid ensemble, où il va me dire, non, mais ce qui était fascinant, c'est que là, j'étais confronté aussi à un autre système bancaire, qui est celui de la galerie, qui est vraiment un édifice, qui est tout simplement un édifice commercial de conservation de valeur extrême, comme une banque avec ce qui est dans ses coffres. Donc voilà, donc ce qui est fascinant, c'est de trouver dans cette œuvre des parallèles à une situation économique extrême, de proposer une œuvre vraiment belle dans sa radicalité, et aussi de voir comment elle va, ouais, elle va réussir à s'ouvrir, elle va réussir à faire, elle va proposer, oui, une poésie. Voilà, la poésie de l'œuvre va être certaine et va se dépasser. En 2007, Rikrit Tiravanija, d'ailleurs, ça par contre c'est une histoire que vous connaissez bien puisqu'elle est canadienne, va être invitée à ouvrir l'espace de Toronto, l'OCAD, qui était le lieu, vous savez bien, c'est là où il a étudié. Et de nouveau, donc, ce qui est fascinant, c'est d'inviter l'enfant star et qu'il vienne ouvrir la galerie en faisant ce geste aussi, qui est celui de fermer la galerie pour son ouverture et par là de proposer une confrontation littérale avec la surface structurelle de la galerie en présentant des blocs, des parpaings, avec des parpaings sceller l'entièreté de l'ouverture de la galerie et de faire écrire dessus ce slogan situationniste: ne travaillez jamais. Bien sûr qui a un petit un arrière-goût adorable dans une école d'art. Donc là, on en retrouve cette histoire de revenir sur peut-être une tarte à la crème de l'évidence, avec ne travailler jamais, mais en même temps de voir comment on peut faire œuvre justement, surtout Rikrit qui est connu à ce moment-là pour ses banquets en somme, et de voir que là le banquet est scellé. Après, l'autre chose qui était intéressant aussi, c'est quand on commence à discuter, lui et moi, pour la rétrospective, c'est de ne pas réécrire ainsi que ça avait été écrit à l'époque. Et donc, la Balthazar Levet va vraiment chercher sur Fribourg quelqu'un qui fait des graffitis pour écrire cette phrase qui fait partie de cette partition de l'exposition: ne travaillez jamais, mais de l'écrire d'une autre manière. Donc finalement, l'œuvre n'est pas la formalité, mais l'œuvre est d'avoir cette phrase écrite dessus. Et enfin, pour conclure à la fois la rétrospective et puis cette chronologie, c'est avec Maria Eichhorn. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce qui a été fascinant dans la transposition entre vie d'une rétrospective et une rétrospective d'exposition fermée, c'était de voir les artistes qui avaient fait ces deux gestes. Robert Vary était l'un,
et Maria Eichhorn était l'autre. Où en 2002, elle avait fermé la Kunsthalle de Berne, non, pardon, elle avait vidé la Kunsthalle de Berne en réallouant l'ensemble du budget de l'exposition à la rénovation nécessaire des radiateurs, surtout des parties pour les employés de la Kunsthalle, qui était dans un état lamentable, ainsi qu'elle a pu nous dire. Et donc là, de voir comment, en 2016, alors qu'elle est invitée par la Chisenhall Gallery à Londres pour faire oui, pour faire ces commissions qu'ils font chaque année sur le thème, enfin, qu'ils faisaient du moins, sur le thème, sur l'idée d'économie, elle va, et d'ailleurs c'est un geste qui est merveilleux à lire en parallèle de celui d'Egger et Dejanov, puisqu'elle va demander à l'ensemble de la galerie, cette fois-ci non pas tant de partir, c'est pas de partir en vacances, loin de là, elle va demander à l'ensemble des personnels de retirer leur labeur, de retirer leur travail, qui est vraiment la force, comme on sait, du travailleur, qui est vraiment sa seule arme possible. C'est celui de son travail, d'ôter son travail. Et donc là, elle va demander à l'ensemble de retirer leur travail, de retirer leur labeur, et de s'assurer qu'à aucun moment, la galerie ne va être confrontée avec un backlog, mettons, ou de s'assurer que la vie, le day-to-day activities, le day-to-day de la réalité de la galerie, ne va pas devenir quelque chose qui va finalement faire un énorme poids de pression sur le travailleur en se disant mais dans 2 mois quand je reviens, ou dans un mois, dans 5 semaines exactement, c'était 5 semaines de fermeture, quand je reviens, je me retrouve avec ce backlog à faire. Et donc elle va mettre en œuvre un procédé assez fascinant. Donc il y aura une boîte de messagerie téléphonique où, qui va... Pour les messageries email, tous les emails sont effacés automatiquement. Et si vous envoyez un email, il y a un feedback qui vous vient et qui a marqué cet email vient d'être effacé, merci de contacter plus tard la galerie. Et juste avec une boîte vocale qui a été consultée une fois par semaine au cas où, en cas d'extrême urgence. Mais sinon, chacun a été obligé de jouer ce jeu qui a été, je sais, pour le nombre des employés, fascinant, mais en même temps très dur, puisque ça a voulu dire pour eux que l'ensemble des travaux qu'ils devaient réaliser durant ces 5 semaines a dû être réalisé avant, dans le sens de projection. Vous qui travaillez dans une institution connaissez ça mieux que moi, qui suis un dilettante de chez moi. Et pour s'assurer aussi qu'il n'y aura pas justement ce backlog possible ou alors ce stress au retour, et donc de voir comment les choses vont se mettre en œuvre. Et alors ce qui est fascinant, c'est si je fais ce parallèle avec Egger Dejanov et Maria Eichhorn, c'est que la même question s'est posée finalement quand on en revient à une rétrospective, puisque de refaire ces gestes voulait dire de les reprendre à zéro. Donc on a refait la même chose avec Maria Eichhorn, on a refait exactement ce même... s'assurer que durant l'exposition, il n'y ait pas ce backlog, il n'y ait pas d'email, il n'y a rien. Donc, tout remettre en œuvre. Et pour Plamen Dejanov et Svetlana Egger, s'assurer que tout le monde parte en vacances. Donc, vraiment, qu'il y ait ce désir de partir. Mais comme Balthazar Lovet me disait, il faut faire passer la pilule auprès des trustees, il faut faire passer la pilule auprès de l'établissement lui-même, des tutelles. Et donc, c'est ça qui devient fascinant, c'est finalement de voir comment des questions posées ne sont pas pour autant résolues. C'est-à-dire qu'elles peuvent être acceptées historiquement, mais elles proposent cette même confrontation quand on en arrive à une réalité de l'exposition. Et donc ça, moi, je trouve ça absolument fascinant de revoir ce questionnement continu, en somme, dont on a pu faire l'expérience durant la durée de cette rétrospective. Alors, voilà en fait pour la présentation générale de ces œuvres. Et si j'ai pris le temps, et je peux m'excuser pour ça. Mais ce qui est aussi beau, c'est ce désir de se confronter à la réalité de l'œuvre. Et aussi d'assumer, comme je disais, il ne s'agit pas d'une réalité formelle, dans le sens où je prends la formalité de l'exposition, de ce qui a eu lieu ou de ce qui a pu se passer, mais de voir aussi les ramifications internes au processus de l'œuvre, au procédé de la fermeture, et de se dire effectivement, je suis dans un moment de confrontation, je suis dans un moment, en tant qu'artiste, j'ose me projeter dans leur peau, mais aussi en tant que curateur, de se dire, voilà finalement, ce qu'est faire une exposition rétrospective, c'est de se confronter à un moment où l'institution a une réalité, l'œuvre présentée une autre, mais l'œuvre présentée induit la fermeture de l'autre. Et ça, c'est fascinant de voir qu'il s'agit effectivement d'une remise en question, une remise
en exposition, tout simplement. Mais dans le sens, là, on expose, on montre, de mise en lumière, pour ainsi dire, de la réalité de chacune de ces œuvres et de chacune de ces expositions, de voir comment, en fait, pour ainsi dire, que chacune de ces expositions présentées s'écrit au présent, malgré le passé qui a pu avoir lieu. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais revenir, Jessica, sur les questions que tu posais, à moins que moi, je pense avoir fait le tour, enfin, du moins sur la rétrospective. Pardonnez-moi, je reprends. Je suis là. Oui, alors, après, c'est maintenant peut-être où on peut commencer justement à se projeter un peu plus au-delà de cette rétrospective qui a eu lieu il y a 4 ans maintenant, et de se poser vraiment la question de maintenant, et de comment est-ce qu'on envisage justement une fermeture vis-à-vis de ces fermetures originelles, du moins premières, du moins passées, du moins geste artistique. Et de voir comment on est là, justement, c'est aussi ça qui est beau, on n'est pas dans un geste artistique, ou alors, et de voir comment là, ou alors on est dans un geste curatorial, j'allais dire. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, attention. Mais de voir justement comment la pensée, non, l'expérience, pardonnez-moi, qui s'écrit maintenant, et qui s'écrit donc chez vous d'une manière affirmée, mais aussi qui s'écrit, hélas, encore à de nombreux endroits d'une manière subie, et pour d'autres d'une manière permanente, c'est-à-dire ces fermetures, de voir quelles implications ça peut avoir dans un renouveau. Et surtout cette incarnation du maintenant. Je n'arrête pas de revenir à cette même pensée, puisque c'est cette question de la sociabilité du musée, la sociabilité de l'exposition. Et vraiment de se dire, mais si l'exposition, si le musée est le lieu de rassemblement, et le lieu qui rassemble nécessairement un public pour avoir sa réalité, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un moment de distanciation sociale et donc d'affirmation de garder les gens à part? Comment peut-on penser, comment peut-on euh, réconcilier l'un avec l'autre? Comment peut-on repenser justement ces deux nécessités? Alors, est-ce que ce qu'on a vu justement, c'est-à-dire cette surproposition d'œuvres en ligne est-elle vraiment la solution unique, qui finalement en plus n'aura qu'une seule chose, c'est-à-dire à la fois de rejouer une histoire des années 90, j'entends avec le net art, mais une histoire continue, attention, il ne s'arrête pas là. Ou alors de se dire finalement, ben, on n'a plus besoin de l'espace, on va rester dans cette galerie virtuelle. Et puis là, revenir vers d'autres pensées, d'autres champs bien balisés, justement. Les galeries virtuelles, il y a encore le Centre d'art de Genève, en ouvrait une il y a 2 ans, avec son 5e étage. Bien sûr, elle n'a que 4 étages, la galerie physique. Le 5e était la plateforme Internet. Donc ça, Andrea Avellini, son formidable directeur, faisait ça avant le moment où nous sommes. Mais en tout cas, de se dire qu'effectivement, voilà une des propositions possibles de réalisation de l'œuvre, mais je ne pense pas que ce soit celle qui soit la plus intéressante. Je pense que celle qui est la plus intéressante, c'est celle qui nous confronte aux œuvres et surtout à la réalité de ce moment, à la réalité dont vous faites l'expérience. Alors là, peut-être, là, je ne sais pas si je dépasse complètement le cadre que tu m'avais donné, Marie-Hélène, mais je continue. Désolé. Tu peux encore nous parler s'il y a encore des choses que tu veux traiter, encore 15 minutes à peu près? Oui, ça c'est. Je vais me concentrer. Alors, je vais faire moins que je n'ai devant moi, mais de prendre effectivement quelques bribes, pardonnez-moi, voilà, de ces notes que je pouvais prendre depuis ce début de fermeture, et, et peut-être d'ailleurs de commencer avec celui qui m'a le plus amusé, qui est un paradoxe. J'ai trouvé. C'était fascinant je pense que vous avez fait la même chose que moi, vous avez passé votre temps à lire les journaux en ligne pendant le confinement, et je n'arrêtais pas de voir justement ces magnifiques articles où surtout le Guardian cherchait à aller chercher de l'art. Et ils avaient trouvé donc le musée de Old and New Art en Tasmanie, où il y a en dépôt cette œuvre de Wim Delvoye, où il avait tatoué le dos d'une personne vivante, qui est toujours vivante, et qui sera à sa mort taxidermé pour montrer juste la peau avec le tatouage dessus. Donc,
Mais c'est pas tant ce fait-là qui m'intéresse. Ce qui me fascine, c'est que donc, parmi le contrat que la personne qui s'est fait tatouer a, c'est d'être présent dans la galerie sur un pédestal pour que les gens viennent le voir. Et c'est donc il s'appelle Tim, ouais, Tim Malone d'ailleurs, c'est son nom, était là et donc c'est celui qui s'était fait tatouer son dos et était là donc, à se montrer, mais à se montrer dans une galerie, pardonnez-moi, à se montrer dans un musée vide et dans lequel on ne pouvait pas aller. Et je trouve ça absolument merveilleux de voir la position du spectateur, là pour le coup, le spectateur-acteur, on va pouvoir revenir sur une idée de la chorégraphie, quoi, en somme, qui était vraiment celle de celui qui se montre est finalement le seul à pouvoir voir, et celui qui s'expose est celui qui est exposé. Et je trouve ça vraiment fascinant, cette double ration. Celui qui incarne l'œuvre, finalement, était hors vue, hors sol, avec juste cette caméra, cette webcam qui est en streaming constant pour le voir. Donc ça, j'avais trouvé ça absolument fascinant. Et fast forward, justement, une autre personne seule, qui était probablement grâce à cette exposition qu'on se retrouve aujourd'hui, c'était l'exposition de notre ami Mario Garcia Torres à la Rumex en juin dernier, où il fera une exposition, où alors pour le coup, et c'est ça qui m'a séduit dès le début, ce sera tellement juste, il va faire une exposition solo, dans le sens où il sera seul dans le musée, et c'est une exposition solo de l'artiste lui-même. Donc je trouve ça, petit jeu de mots qui marche toujours avec moi. Et c'était ça qui était intéressant, puisque alors lui, il va encore plus pousser, il va jouer de l'idée de l'exposition solo et de travailler le lieu du musée, le lieu de l'institution, pour le transformer en lieu de production, et donc là, vraiment de faire des grandes toiles, qui est l'occupation qu'il anime actuellement, mais après de jouer d'une troisième compréhension du mot solo, puisque ce sera une exposition pour une seule personne, où une seule personne n'aura été autorisée finalement à venir, et ce n'est pas autorisé du fait de l'artiste avec une volonté d'exclusion, comme par exemple on a pu voir chez Santiago Sierra quand il avait interdit l'accès au pavillon espagnol, à moins que vous n'étiez un citoyen espagnol, ou à d'autres jeux d'exclusion comme on a pu voir dans l'histoire de l'art. Là, c'était la seule possibilité d'inclusion, au contraire, puisque c'est la seule possibilité de faire venir une personne dans l'institution et donc d'en arriver avec une exposition pour une personne. Je trouvais que c'était assez joli, ce double rapport qui ainsi se proposait à ce moment-là. Alors là, ce sont deux jeux, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors, et là, ce sont des multiples parallèles qu'on va avoir, et je suis sûr qu'on abordera ensuite dans notre discussion, mais qu'est-ce que c'est que d'utiliser la galerie vide de facto, puisqu'il n'y a rien à montrer quand la galerie est fermée, comme lieu de travail. Et donc, effectivement, là, on va revenir sur une troisième œuvre de Robert Barry, qui est son vide, qui était, que nous avions eu le privilège de présenter durant la rétrospective, qui était Some places to which we can come and for a while be free to think about what we are going to do, Marcus. Et donc là, c'est magnifique de voir qu'il va proposer une œuvre où c'est une invitation à venir penser, ce qui est en somme le moment où vous en êtes. Sauf que là, ce n'est pas une invitation au public à venir penser, mais une invitation à la galerie de se réinventer, à la curatrice, aux curatrices au pluriel, et pas curateur-curatrice, j'entends, on va oser essayer de se réinventer, mais pas justement avec cette volonté d'exclusion, quoi qu'il en soit. Et qui va être un troisième point qui est aussi beau, qui était l'œuvre de Robert Irwin que nous avions présenté lors de la rétrospective des vides, qui était justement, il avait eu son studio, qui était, à ce moment-là, Robert Irwin était peintre, dans une mouvance post-expressionniste abstraite. Il cherche à vraiment dépasser son œuvre, faire autre chose, et il comprend que la seule manière de faire cette autre chose, c'est d'arrêter d'avoir un lieu pour produire. Et donc, il pense qu'en se dégageant de son studio qu'il avait à Los Angeles, il va arrêter son travail qui le définissait jusqu'alors. Ce qu'il va faire, il va donc rendre son studio, un galeriste va le prendre, c'est ce qui va devenir The Ace Gallery à Los Angeles,
et comme première exposition, va exposer Robert Irwin. Et ce qu'il fera, lui, c'est laisser la galerie vide et venir là chaque jour pour réfléchir à ce qu'il va faire ensuite. Donc, de nouveau, cette pensée là, que là je mets en parallèle avec votre expérience actuelle, c'est de laisser l'espace vide, laisser l'espace fermé. Bon, là, c'est pas fermé pour Robert Irwin, mais pour vous, et de penser à de nouveau ce qu'on va faire ensuite. Et donc là, d'insister par cette fermeture et cette non-présentation, donc cette réinvention de l'incarnation possible de la présentation, ou de plutôt, pour dans d'autres mots, de cette incarnation possible de l'exposition. Mais alors, avec cette question, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on expose? Est-ce qu'on s'expose soi-même? Ou alors est-ce qu'on expose cette pensée à venir? Ou on affirme qu'on n'expose rien? Et ce qui sera exposé, c'est ce qui sera ensuite. Alors, bien sûr, on pourrait jouer de multiples références. Là, je m'étais amusé à noter à l'époque juste deux petites, de Julie Hacher avec la sécurité, donc cette volonté de filmer la galerie, ou alors bien sûr l'artiste est présente de Marina, mais là cette fois-ci c'est la curatrice est présente de Marie-Hélène, et vous tous. Mais alors après, mais alors pour conclure, alors pour pré-conclure, et ensuite vous me permettrez de conclure sur autre chose, c'est de revoir aussi un moment qui m'est cher, c'est cette pensée et l'œuvre de Gustav Metzger, et spécialement, donc ça j'en discutais déjà par ailleurs, mais je voudrais qu'on en revienne ensemble, c'est la proposition que Gustav Metzger va écrire en 1974, alors qu'il sera invité par Joachim Christ, raté son nom de famille, et Norman Rosenthal à faire partie de l'exposition Art in Society, Society into Art, Seven German Artists, où Gustav va accepter l'invitation des deux commissaires, mais va dire ma seule contribution à l'exposition sera dans le catalogue, pas dans l'espace d'exposition même. Et il écrira pour ce catalogue, il écrira pour ce moment une proposition qui s'appelle Years Without Art, les années sans art, qui ont ensuite été un peu comme le vide de Klein, ça ne s'appelle pas le vide, bien sûr, il a ce nom merveilleux et sur 3 lignes, mais bon, donc pour Gustav Metzger va être connu après par The Art Strike, la grève de l'art, donc la grève dont on parlait, le Job Labor, et sur lequel il va proposer justement aux artistes, donc là on est en 74, quand il le propose, il dit de 77 à 1980, j'invite tous les artistes, à arrêter de produire de l'art, et ainsi, en faisant cela, on va mettre à mal le système des musées, le système des galeries commerciales et le système des médias de l'art. Et donc vraiment, avec cette volonté de tout mettre à plat, il dit d'ailleurs de manière très drôle, il dit finalement les artistes qui vendent ont déjà suffisamment d'argent, ceux qui ne vendent pas, la majorité des artistes ont de toute façon un autre travail, donc ça ne changera rien pour eux, si ce n'est qu'ils gagneront du temps de ne pas faire de l'art. Mais ce qui est fascinant à voir, c'est justement de se dire, mais on a été dans ce moment de pandémie, on est encore d'ailleurs dans ce moment pour nombre d'endroits où les réouvertures sont actuelles, mais pas globales, pas complètes, ou alors deviennent le moment d'expérimentation, comme on peut voir chez vous. Mais en tout cas, on est vraiment à un moment où cette expérience de la non-production et donc de la non-présentation devient un acte assumé maintenant, pour certains, et un acte productif. Et en somme, on peut revenir même à cette conclusion qu'écrivait Gustave, qui c'est, pour la traduire en temps réel, c'est il va être nécessaire de construire des formes équitables de marketing, d'exposition et de diffusion de l'art du futur. Alors que le XXe siècle progresse, maintenant on peut dire que vient de prendre fin finalement, si on cherche une date butoir, le capitalisme a vraiment assimilé l'art. Et grâce à cette coupe chirurgicale que proposaient les années sans art de Gustave, je pense que cette coupe chirurgicale qu'est ce moment dont on vient de faire l'expérience, va donner à l'art une nouvelle chance. Et donc j'espère qu'on va pouvoir voir, grâce à cette proposition, une nouvelle chance donnée à l'art de nouveau, et ainsi qu'on va pouvoir la travailler, mais c'est effectivement, comme je viens de le dire, c'est à travailler. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ce sera de conclure sur cette proposition que je suis en train qui pour le coup m'anime depuis le début, qui va dire qu'effectivement, la pandémie a amené vraiment un tsunami de fermeture. Et certains
temporaires, comme on a pu voir, et d'autres, hélas, permanents. Et on a vu encore, et donc je ne sais pas si vous avez fait comme moi, mais pendant la durée du confinement, j'ai enregistré tous les articles que je pouvais trouver sur n'importe quel type de médias qui parlaient des furloughs, des mises à pied temporaires. Et je sais, hélas, que vous en avez fait l'expérience vous aussi. Mais c'était fascinant de voir ça. Et là encore, ce que je ne m'attendais pas, par contre, c'est d'en avoir encore il y a 2 jours, avec le SF MoMA qui annonce de nouveau, je crois que c'est même plus de 80 ou 90% de leur staff entier maintenant mis à pied. Donc, ce qui m'a été fascinant, maintenant, j'ai trouvé, et là, c'était vraiment cette repensée de l'institution, c'était de me dire, comme je vous disais tout à l'heure, finalement, les expositions et les musées vivent de la sociabilité, n'est-ce pas, vivent de ce désir de mettre les gens ensemble. Mais est-ce que ça n'aurait pas été le moment, justement, d'assumer que les musées, les institutions, prenons surtout les musées, justement, ne sont pas juste des édifices et des banques, comme pour reprendre l'exemple qu'on avait avec Santiago Sierra, qui a dans leur sein des trésors, donc les œuvres qu'ils gardent, mais plutôt que ces institutions, ces musées et autres institutions sont finalement les travailleurs qui les font être, qui en sont l'âme. D'ailleurs, c'est fascinant de voir qu'on parle l'aparté, mais on parle bien du centre Pompidou de Pontus-Lutten, si on veut caractériser 77. On parle de Walter Hobbes pour certains moments. Enfin, on va parler de certaines personnes qui vont devenir l'incarnation de l'institution à un temps donné. Et d'assumer, il aurait été vraiment, je pense, nécessaire d'accepter ce moment pour avoir une pensée qui dépasse l'institution, qui dépasse la possibilité de l'édifice, qui dépasse la possibilité de l'architecture, qui dépasse la possibilité de l'œuvre et de l'art comme des objets gardés dans des coffres-forts, dans des vaults, et de se dire, mais finalement, ce qui est à conserver, ce n'est absolument pas l'œuvre en elle-même, l'art, mais ce sont tous ceux qui en dépendent, les travailleurs immédiats. Ce sont ceux dont on voit maintenant, et là ça avec une visibilité accrue, d'une take-off, d'une prise, d'une surprise, d'une pensée conservatrice de l'institution, au lieu d'avoir une repensée de l'institution qui serait celle de, oui, qu'une institution n'est pas un édifice, mais bien les personnes qui la composent. Et ça, je pense que ça ferait partie d'une pensée à avoir. Je pense que ce serait vraiment ce qui contribuerait d'une manière puissante à ce dépassement du moment que l'on est pour cet repositionnement, cette repensée de ce qu'est l'institution et ce qu'elle peut devenir. Voilà.